Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche, qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Abdou Mbow. Bonjour. Bonjour Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est tout un plaisir pour moi de venir participer à cette émission qui est très bien suivie, mais aussi saluer les téléspectatrices et téléspectateurs, mais aussi auditrices et auditeurs de iRadio et de ITV. Très bien. Abdou Mbow est le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il a été troisième vice-président de cette même Assemblée et il est également le porte-parole adjoint de l'APR, parti au pouvoir. Petit de taille, 1,60 m, 60 kg, mais grand par la fonction occupée, précocité. On peut le dire, en effet, Abdou Mbow n'est pas le plus âgé des responsables qui exercent le pouvoir au Sénégal depuis l'élection du président Macky Sall en mars 2012. Il n'est pas non plus le moins gradé dans la distribution des fonctions et des rôles, tant au niveau de l'État qu'au sein du parti présidentiel. Il n'a jamais été membre du gouvernement, mais il fait partie des doyens de l'hémicycle de la place Soweto, malgré son jeune âge. Élu député en juin 2012, réélu en juillet 2017, le natif de Thiès occupe aujourd'hui la présidence de la Commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'Union africaine, après avoir été secrétaire élu, puis vice-président à la 3e position dans l'ordre de préséance. Au niveau local, le porte-parole en second de l'Alliance pour la République est conseiller départemental de Thiès, présidé par un des poids lourds de la vie politique sénégalaise, en l'occurrence Idrissa Seck, ancien Premier ministre. Membre du secrétariat exécutif depuis la création de l'APR et du directoire, Abdou Mbow siège également à la commission discipline. Sur le plan académique, ce journaliste de formation, après des études au département d'histoire de l'UCAD, a obtenu un diplôme d'études supérieures en journalisme communication à l'ISIC et un certificat en droit et pratique parlementaire à l'UCAD avant de décrocher un diplôme en sciences politiques à Sciences Po Paris. Jamais nommé, mais toujours élu, ainsi parlait, non sans fierté, son mentor, Feu Mbaye Jacques Diop. Un bon disciple du défunt député maire de Rufisque, Abdou Mbow pourrait répéter la même chose. En est-il frustré? En tout cas, certains de ses partisans l'ont souvent vu à la tête du ministère de la Jeunesse, surtout au lendemain de la victoire du leader de son parti. Le président Macky Sall avait fait un autre choix. Avant de militer à l'APR, Abdou Mbow, vous êtes l'invité du jury du dimanche. Vous avez fait partie des nombreux jeunes qui ont été fascinés par le chef charismatique du PDS, Maître Abdoulaye Wade. Cependant, vous n'hésiterez pas à choisir votre camp, celui de la victoire, il y a 8 ans, quand interviendra la rupture définitive entre l'ancien président libéral et son alors Premier ministre Macky Sall. Abdou Mbow, première question, pourquoi voulez-vous changer les choses au niveau de la ville de Dakar, faire en sorte que finalement le maire de Dakar ne soit plus élu mais nommé par décret? C'est votre projet? Merci Mamadou. Je suis même étonné d'entendre cette question. Pourquoi voulez-vous changer cela? Moi je pense que cette question n'est pas encore agité, en tout cas au niveau de la majorité, ni au niveau de notre parti, l'Alliance pour la République. C'est une question qui est sur la place publique, mais je voudrais juste... Mais on connaît aussi les ballons d'essai, les ballons de sonde. La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, oui, a eu à l'évoquer. Et cette question a été soulevée aussi dans les discussions, dans le cadre du dialogue national. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, moi je voudrais qu'on laisse cette question au dialogue national, parce que, Mamadou, il faut le dire et le répéter, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins au Sénégal. Le président de la République a réuni tous les secteurs de notre pays autour du dialogue national. Il y a des questions qui sont en train d'être discutées au niveau du dialogue politique. Donc je voudrais, et ça c'est ma conviction, que cette question et d'autres questions qui concernent la vie politique sénégalaise soient laissées à ce dialogue national, mais aussi au dialogue politique
pour qu'enfin que les Sénégalaises et les Sénégalais voient que tout ce qui compose la société sénégalaise a enfin pris des décisions ou bien proposé des questions qui vont avancer le pays, mais ne pas être dans le débat public en faisant dire qu'on fait des ballons de sonde et autres, mais parce que je vous dis, Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Est-ce que ce projet de changement de statut de la ville de Dakar émane du pouvoir? Mais encore une fois de plus, cela n'émane pas du pouvoir, je vous le dis, et toutes les questions qui concernent la vie politique sénégalaise doivent aujourd'hui être laissées au dialogue national pour qu'enfin que tous les acteurs puissent d'un commun accord décider de quoi sera fait. Y compris le statut de la ville de Dakar. Mais je ne parlerai pas du statut de la ville de Dakar parce que ce n'est pas une question évoquée au niveau de la majorité présidentielle. Ce n'est pas une question... Et quand Aminata Mbengue Ndiaye en parle, cela n'engage qu'elle. Cela n'engage qu'elle. Absolument, c'est son avis qu'il a donné, cela n'engage qu'elle. Et je voudrais vous dire encore une fois de plus que cela n'a pas été évoqué dans des instances où moi je siège. Et moi je suis membre du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République. Je suis au niveau de la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et quand même on a souvent la prérogative de siéger au niveau des leaders pour qu'on discute de questions importantes qui concernent ce pays. Donc cette question aujourd'hui, encore une fois de plus, ça n'a pas été évoqué et je vous le dis, il ne faut pas spécifier certaines questions qui concernent la vie politique sénégalaise parce qu'il y a plus important que ça. Mais justement, les partisans de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, soutiennent que c'est une manœuvre politique pour l'éliminer politiquement. Et Barthélémy Diaz, maire de Mermoz, ajoute que tant qu'à accorder un statut spécial, on n'a qu'à le faire pour Touba. Mais vous savez, encore une fois de plus, mais je ne répondrai pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question aujourd'hui, pour moi, qui intéresse le Sénégal et les Sénégalais. Oui, Mamadou, la ville de Dakar, quand même, c'est important. Mamadou, la ville de Dakar, oui, c'est un des 557 communes qui composent le Sénégal. La capitale sénégalaise. La capitale sénégalaise. Et vous-même, vous savez que là d'où on vient, c'est-à-dire le Fouta, Thiès et autres, les citoyens qui sont là-bas, ceux qui sont ici à Dakar ne sont pas plus importants que ceux qui vivent à l'intérieur du pays. Donc ce qui veut dire, encore une fois de plus, non, ce qui veut dire, ce qui veut dire que Dakar Dakar ne peut pas être important. Pourquoi? Parce que c'est la capitale du Sénégal. Parce que quand on va, même quand tu vas à l'étranger, tu vas au Sénégal, je vais à Dakar. Aujourd'hui, l'aéroport n'est plus à Dakar, mais on dit toujours on va à Dakar. Donc ce qui veut dire que, non, attends, la capitale, elle est importante. Absolument, c'est ce que je disais. Mais je voudrais pas qu'on mêle aussi des mêlées politiques ou bien des politiques politiciennes, des débats qui ne concernent pas encore l'intérêt supérieur de la nation, qu'on puisse quand même en spéculer pour ne pas pour se détourner de l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de travailler à ce que les Sénégalais puissent quand même subvenir à leurs besoins. L'essentiel, c'est de travailler à ce que les Sénégalais puissent se soigner normalement. L'essentiel à ce que le Sénégal et les Sénégalais puissent bénéficier aujourd'hui du régime du président Macky Sall. Nommer un maire par décret ne serait-il pas un recul par rapport à la décentralisation, la politique de décentralisation? Moi, je ne pense personnellement pas qu'on est à une étape de la vie politique sénégalaise où on va nommer des maires. Ah ouais, ça c'est ma conviction. Et vous l'assumerez face à vos partisans. Mais vous savez, Mamadou, quand on est dans une organisation, on a toujours la latitude de dire ce qu'on pense. Maintenant, la démocratie voudrait que quand une discussion est engagée, que tu te ranges toujours du côté de la majorité. Mais on peut, à tout moment, avec la liberté qu'on peut avoir, de dire son point de vue par rapport à une question donnée. Le président de la République, c'est quoi sa position sur ce projet qui a été évoqué? Sûrement, quand vous aurez l'occasion de voir le président de la République, il vous répondra. Parce que c'est l'autorité qui nomme. Mais quand même, ce serait prétentieux que Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, puisse dire la position du président de la République par rapport à une question donnée. J'espère qu'on aura l'occasion de la lui poser. Sûrement, peut-être vous l'aurez, parce que le 31 décembre, je pense que des journalistes, vos collègues étaient là-bas. Sûrement, il y aura une autre occasion et vous lui poserez la question. Très bien. Jury du dimanche avec Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l'APR. Il est aussi le président de la Commission des Affaires étrangères
des Sénégalais de l'extérieur et de l'Union africaine de l'Assemblée nationale. Balai diplomatique à Dakar. Depuis une dizaine de jours, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est attendu, après le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Quelle est votre réflexion sur ces visites dans un laps de temps quand même assez court des dirigeants étrangers au Sénégal? Merci Mamadou. Comme vous l'avez dit, la visite de Erdogan, de Pompeo, de Trudeau, comme vous l'avez dit, balai diplomatique, cela montre encore une fois de plus, s'il en a besoin, que notre pays est respecté dans le monde. Et nous devons cela au leadership du président de la République, le président Macky Sall, parce que un petit pays de par sa taille, comme le Sénégal, s'il est convoité par ces puissances étrangères, cela montre que le pays est respecté, et nous devons cela au leadership du président Macky Sall, parce que nous l'avons vu se rendre dans plusieurs sommets où on discute de l'avenir du monde. Et cela est important, d'autant plus que nos relations internationales sont aujourd'hui quand même très bien vues à l'étranger, et nous devons cela aussi à la diplomatie sénégalaise qui a quand même su montrer ses valeurs par le monde. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal est un pays qui compte dans le monde. Je pense quand même nous devons nous en féliciter et travailler aussi à avoir des rapports quand même très singulier avec ces pays-là, et nous avons vu le président de la République à chaque fois de besoin de donner des positions tranchées par rapport à des questions qui intéressent le pays. Comment expliquez-vous le paradoxe apparent entre l'accusation portée contre le président Macky Sall de privilégier les intérêts de la France, ancien pays colonisateur, face à ce qui ressemble à une volonté de diversification des partenaires du Sénégal? Vous savez, Mamadou, vous-même vous êtes un journaliste émérite, et vous savez que le COFAS, organisme chargé du commerce extérieur français, est inquiété dans son dernier rapport qu'il a publié du recul de la France en Afrique de l'Ouest par rapport à ses investissements, qui est de l'ordre de 15%, et particulièrement au Sénégal, qui est de l'ordre de 20%. Seulement cela est une réponse à votre question. Je voudrais juste aussi dire autre chose. On parle de dominant et de dominé. Ce n'est pas vos mots, mais souvent des gens le disent. Mais Mamadou, est-ce que... recolonisation. De recolonisation, j'en viens. Mais est-ce qu'un dominé, Mamadou, peut dire au dominant, on va renégocier un contrat déjà signé? Est-ce qu'un dominé peut dire au dominant, si vous ne respectez pas ces délais, il y aura des sanctions? Vous faites allusion à quoi exactement? Je fais allusion au président de la République qui dernièrement, par rapport aux terres, a dit que si les délais ne sont pas respectés, il y aura des sanctions. Mais l'ambassadeur de France a dit chez nos confrères de RFM que de toute façon, on ne peut pas démarrer l'exploitation commerciale au mois d'avril. Vous savez, je pense que l'ambassadeur de la France n'a pas été très bien inspiré d'aller à contresens de la parole officielle, parce que seul le gouvernement du Sénégal a le droit de donner son échéancier par rapport à des projets qui sont ici dans ce pays. Ça, c'est ma conviction par rapport à cela, parce que nous avons on le démente aussi après. Non, je dis... En avril, là, c'est pas loin. Mais je dis même... Oui. Non, attends, je dis que lui, il n'a pas été bien inspiré. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le président de la République a dit, parce qu'il peut y avoir souvent des retards par rapport à des projets, Mamadou. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut avoir un échéancier bien déterminé et qu'ensuite qu'on puisse avoir des retards. Et le gouvernement du Sénégal, à travers le président de la République, a dit, et bien dit, que s'il y a des retards, il y aura quand même des sanctions. Et en ce moment, le gouvernement, des sanctions officiellement, contre les entreprises françaises. Mais absolument. Ça, c'est très clair. Donc, vous voulez dire que les retards qui sont notés concernant le TER ne sont pas imputables au gouvernement? Non, mais ça ne peut pas l'être, parce que le gouvernement a signé des choses concrètes avec les entreprises françaises. Maintenant,
si c'était imputable au gouvernement sénégalais, le gouvernement sénégalais n'allait pas dire que s'il y a des retards, il y aura des sanctions. Ça aussi, c'est très clair. Moi, je pense que... Et le gouvernement sénégalais, pour être précis, tient à ce que les choses démarrent au mois d'avril. Ah non, mais absolument, le gouvernement sénégalais tient à ce que les choses démarrent au mois d'avril, mais... S'il y a des retards, comme je vous l'ai dit, non seulement il va communiquer, parce que le gouvernement a l'habitude de communiquer officiellement avec les Sénégalais et les Sénégalais en donnant la bonne parole et pour dire qu'il y aura des sanctions par rapport à telle ou telle autre chose. Maintenant, par rapport aux exigences de l'heure, on verra le moment venu quelle sera la parole officielle du gouvernement par rapport à ces engagements. À côté du TER, il y a aussi l'autoroute. Oui, l'autoroute à péage. Oui, à péage, avec Sénac. Mamadou, souvent. Ici, la revendication forte surtout de l'opinion, c'est qu'on procède à la baisse de ces tarifs. Est-ce que le gouvernement va effectivement en tenir compte? Baisser encore les tarifs, parce que n'oubliez pas que les tarifs ont été baissés. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose. Parce que Mamadou, souvent, les gens ils oublient que l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio a été négociée par le pouvoir antérieur, bien qu'on parle de la continuité de l'État. Je vous dis, non, mais j'en viens. On a trouvé une concession de 35 ans. Et on dit qu'il n'y a pas de redevance. Quand on est venu, nous, l'autoroute Ila Touba a été construite par qui? Par des Chinois. Et à la dernière loi de finances rectificative... 400 milliards de francs CFA. Oui, mais à la dernière loi de finances rectificative de l'année 2019, on a eu des recettes de 4 milliards venant de cette autoroute-là. Souvent, les gens ne le disent pas. Mais aujourd'hui, il y a une revendication forte des populations. Absolument. Et le gouvernement veut renégocier le contrat, comme je vous l'ai dit. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que le gouvernement sénégalais est en train d'écouter les populations pour aller dans le sens de régler ces problèmes-là. Sauf que Sénac SA parle de décision unilatérale. Mais vous savez, un État, il est souverain. Ça aussi, Mamadou, vous le comprendrez. Oui, mais il respecte aussi sa signature. Non, mais attends, il respecte sa signature. Oui. C'est pourquoi je parle de la continuité de l'État. Mais l'État aussi peut avoir la prérogative de renégocier certains contrats. Ça aussi, c'est les prérogatives d'un État. Ça aussi, je pense qu'il faut qu'on le comprenne. Nous, aujourd'hui, nous sommes un État indépendant. allez-y. Nous sommes un État indépendant et le président de la République est tellement responsable que quand il sent que telle ou telle autre chose ne va pas dans le sens de l'intérêt des populations, il peut revenir sur cette chose pour renégocier. Je vous suis dans votre logique. Pourquoi ce qui est valable pour le TER, pour l'autoroute, ne le serait pas pour les contrats pétroliers et gaziers dont la renégociation est également réclamée par une bonne frange de l'opinion? La renégociation est réclamée par des politiciens professionnels. Mamadou, je vous dis... Oui, mais vous êtes un homme politique. Vous êtes en train de vous exprimer sur une question. Pourquoi les autres hommes politiques ne le feraient pas? Du régime. Tout ce qui demande la renégociation des contrats, soit... Mais une opposition est prévue aussi. Une opposition est un dispositif démocratique. Je suis d'accord, mais écoutez-moi, je vais continuer mon analyse pour dire que ceux qui sont aujourd'hui de l'opposition veulent la place du président de la République et c'est pourquoi ils disent qu'il faut renégocier. Ou bien, ils étaient dedans au moment de la signature, parce que l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, c'est lui qui a contresigné le rapport dont il demande aujourd'hui la renégociation en se disant être abusé à l'époque. Je pense que ça, c'est même pas sérieux. Un homme d'État ne doit pas parler comme ça. Autre chose, nous sommes à litige. Aujourd'hui, tous les contrats pétroliers ont été publiés. Mamadou, il n'y a pas plus transparent que le gouvernement du Sénégal en matière de gestion des ressources naturelles. On parle de renégociation. Je vous dis, la renégociation n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il n'y a pas des contrats qui ont été faits de manière nébuleuse. Donc, je suis clair et formel. Il n'est pas à l'ordre du jour de renégocier les contrats pétroliers ici dans ce pays parce que nous sommes dans la transparence totale. Alors, les investisseurs sénégalais, Abdoumbo, ne cessent de se plaindre des privilèges accordés aux pays et sociétés étrangères à leur détriment. On parlait tout à l'heure du balai diplomatique, vous vous en gossez en disant que le Sénégal est un pays qui attire, mais il se trouve que les nationaux
ne s'y retrouve pas totalement. Mais vous savez, Mamadou, nous avons vu dernièrement que les nationaux se sont même organisés. Parce que le président de la République, vous savez bien qu'il donne énormément d'importance aux nationaux. Il faut aller à Diamniadio, où il y a énormément d'investissements de l'État. Le premier grand projet qui a été construit, qui a été quand même entamé là-bas, a été entamé par un Sénégalais, Martiam Chetran, que vous connaissez. Aujourd'hui, le président de la République a réuni les grands décideurs sur le plan économique de ce pays, non seulement pour leur dire de s'organiser afin de gagner de grands projets dans ce pays, mais aussi il y a des lois et règlements qui font tout pour que les nationaux puissent travailler aux côtés des organismes internationaux. Mais le constat est quand même là, Abdou Mbow. Sans faire dans la xénophobie, on parle de Français, de Chinois, on parle de Turcs, de Marocains, d'Américains. Et ces investisseurs ont le sentiment que tous les gros marchés sont donnés aux sociétés étrangères. Ça, ce n'est pas très exact parce qu'aujourd'hui, on parle de gestion minière, on parle de gestion pétrolière. Les projets qui ont été gagnés par les multinationales, Mamadou, vous savez bien qu'il n'y a pas une entreprise sénégalaise qui peut faire cela. Surtout par rapport à la prospection, où tu mets de l'argent sans en gagner en retour si tu ne trouves rien. Où tu investis et tu peux perdre si tu gagnes rien. Il n'y a pas une entreprise sénégalaise qui pouvait faire cela. Ça, vous êtes d'accord avec moi sur ça. Ça, c'est un. Deuxièmement... C'est vous qui le dites. Non, Mamadou, citez-moi... Ces entreprises vous répondront probablement. Mamadou, oui. Citez-moi une entreprise sénégalaise qui pouvait être dans la prospection pétrolière. Il n'y en a pas. Oui, mais il y a, quand même dans la pratique des États d'associer les nationaux aux grands projets. Attends, les nationaux sont associés. Je vais vous donner un exemple. Quand on parlait du fer de Falémé avec Tosyali, mais quand on signe le contrat, mais 80% du personnel qui vont travailler seront des Sénégalais. 60% dans un premier temps, 2 ans, et 80% en 2 ans. Parce que pourquoi on dit 60% dans un premier temps et 80% pendant 2 ans? Les 2 ans vont être utilisés pour former le personnel sénégalais afin qu'on puisse faire un transfert de technologie. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président de la République, à travers l'arsenal juridique qui existe dans ce pays, fait tout pour protéger les nationaux afin qu'ils puissent investir dans ce pays. Donc, je pense quand même c'est souvent, ça n'existe souvent que dans l'esprit de dire qu'on privilégie les multinationales ou bien les étrangers au profit des nationaux. Le président de la République tient en compte quand même le secteur privé national et eux-mêmes, ils le savent parce qu'on est en train de travailler avec eux de manière quand même très responsable afin qu'ils puissent participer aujourd'hui au développement de ce pays-là parce que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, à tout moment, on contrôle l'action du gouvernement et on va dans le sens de faire quand même des auditions qui nous permettent de comprendre comment le secteur privé national aujourd'hui est pris en compte dans la gestion des affaires de l'État. Le Sénégal est dans l'année du 60aire. Avez-vous le sentiment qu'économiquement, il est plus indépendant ou moins indépendant? Mais vous savez, économiquement, Mamadou, au-delà de l'indépendance formelle. Économiquement, je pense qu'on est plus indépendant parce que d'abord, l'économie sénégalaise se porte bien. Et j'en veux pour preuve, aujourd'hui, nous sommes à un taux de croissance de 6%. Vous avez entendu le directeur de la BCEAO qui prévoit en 2020, il a fait une conférence de presse hier ou avant-hier en disant non seulement que l'économie sénégalaise est en marche, et il prévoit pour 2020 un taux de croissance de 6,8%. L'inflation est pratiquement maîtrisée avec un taux de 1%. Le déficit budgétaire aujourd'hui est à 3%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, Mamadou, les indicateurs sont ouverts et que l'économie se porte bien. Dans ce contexte-là qu'on parle de recolonisation. Mais vous savez, oui. Mamadou, encore une fois de plus, il faut quand même voir
la réalité en face et dire que les organismes de notation internationaux ne sont pas à la solde du Sénégal ni à la solde de l'État du Sénégal. La BCEAO n'est pas à la solde de l'État du Sénégal. Ce qu'ils disent, c'est la réalité du terrain. Ce qu'ils disent, ce sont des chiffres exacts. Donc nous ne pouvons pas, nous, en tant que politiques, juste pour peut-être plaire ou bien faire du buzz, comme on a l'habitude de le dire des choses inexactes. La réalité, elle est là. L'économie sénégalaise se porte bien et nous qui sommes aujourd'hui au pouvoir, nous savons que les choses sont en train de marcher, bien qu'encore, une fois de plus, il y a des choses qui restent à refaire, mais quand même, l'économie sénégalaise, Mamadou, se porte bien. Des entreprises ferment ou licencient à cause de nombreuses difficultés, notamment financières. Le président Macky Sall a annoncé il y a quelques mois que l'année 2020 sera une année difficile. L'État ne doit-il pas prendre des mesures fortes pour sauver ces entreprises et par ricochet les milliers d'emplois qui sont en jeu? Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir d'initiatives fortes comme cela se fait? Mais vous savez, depuis 2012, le président de la République ne cesse de prendre des initiatives pour sauver les entreprises en difficulté. Je peux vous donner un exemple. Moi, je suis de Thiès. La NSTS, vous connaissez sûrement l'histoire. Quand on est venu en 2012, c'était une société qui était pratiquement dans l'agonie presque pendant 10 ans. Quand le président de la République est venu, il a reçu M. Ibrahima Macodou Fall, qu'il a mis en rapport avec les organismes de ce pays, notamment le FONGIP et la BNDE, et aujourd'hui, l'entreprise est en train de tourner, bien que la deuxième phase n'est pas encore entamée. C'est juste un exemple que je vous donne. L'ICS, quand on est venu, l'ICS, c'était pratiquement une usine morte. Aujourd'hui, l'ICS non seulement est en train de tourner, mais a sauvé des emplois. Beaucoup d'autres entreprises dans ce pays étaient dans ce cas. Maintenant, cela n'enlève en rien qu'il y a d'autres entreprises qui ferment, des emplois qui se ferment. Et 200 000 emplois qui seront supprimés. Le secteur des BTP je vous ai donné des exemples. Étouffe. Parce que et comme d'autres entreprises d'ailleurs dans d'autres secteurs. Le secteur des BTP, il y a eu des obligations d'impayés entre 2017 et 2018. Et c'est pourquoi au niveau du budget 2020, on a prévu 194 milliards pour l'épurement de ces obligations impayées. Parce que souvent les gens parlent de dette intérieure, mais c'est des obligations impayées. Et aujourd'hui, non seulement énormément d'argent ont été mobilisés pour régler ces obligations impayées-là, mais il y a un plan d'appurement total de ces obligations impayées-là pour sauver le secteur des BTP. Comment cela va se passer, surtout qu'on parle d'un éventuel abandon des budgets programmes pour cette année? Non, mais abandon, non. C'est parce que les gens n'ont rien compris. Le budget programme est aujourd'hui en train d'être exécuté. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous savez, il y a 2 semaines, on a voté une loi de finances, une loi organique, LOLF. Parce qu'en 2001, il y avait une loi pour les budgets programmes qu'on a changé en 2011. En 2016, on a modifié encore la loi sur la LOLF, toujours la loi organique, pour entamer le budget programme le 1er janvier 2020. Mais ce qui se passe, parce que quand on parle de budget programme, on ne parle plus de dotation, mais c'est des programmes qui sont gérés par des responsables de programme, nommés soit par décret ou arrêté. Mais la dernière loi qu'on a votée sur la loi de finances dit que les responsables de programme seront nommés par arrêté. Et il y a même des gens qui ont dit « Ah non, on a dit décret », alors que dans la directive 09 de l'UEMOA, on a dit soit ils seront nommés par décret ou sur proposition du ministre. Quand on parle sur proposition du ministre, c'est des arrêtés. Donc voilà, nous, on est en conformité avec la loi. Donc pour revenir au budget programme, et on a voté, il y a 2 semaines, une nouvelle loi organique pour la LOLF, c'est-à-dire loi organique pour les finances, qui a changé un certain nombre de choses. C'est-à-dire, l'ordonnateur principal pour le budget était le ministre des Finances, qu'il est toujours. Mais à partir du 1er avril 2020, on aura une déconcentration de
la gestion des budgets. Chaque ministre sera l'ordonnateur de son budget. 1er avril, ce ne sera pas un poisson d'avril. Non, je vous l'ai dit, on a voté la loi, on ne peut pas... non, ça ne peut pas l'être. Non, mais je suis très sérieux, ça ne peut pas l'être parce que c'est une loi qu'on a votée à l'Assemblée nationale. Donc ce ne sera pas un poisson d'avril. Donc à partir du 1er avril 2020, chaque ministre sera l'ordonnateur de son budget, c'est-à-dire le budget programme. Mais je vous dis, cela n'enlève en rien qu'en ce moment, on est en train d'exécuter le budget programme, mais avec un ordonnateur unique, c'est-à-dire le ministre des Finances. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, pour 2020, on n'a pas voté des budgets de dotation. Outre les institutions qui ont des budgets de dotation, on a des budgets programmes. Chaque ministère a un programme, alors qu'avant, on votait des titres. Donc voilà aujourd'hui ce qui se passe. Ceux qui disent qu'on a abandonné le budget programme, c'est parce qu'ils ne sont pas bien informés ou ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Mais le budget programme est en train d'être exécuté depuis le 1er janvier 2020. Quand l'Assemblée constate des entreprises en difficulté, des emplois qui sont perdus, et peut-être même parfois des risques de fermeture, est-ce qu'il n'y a pas une initiative à prendre dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale pour pousser le gouvernement à réagir? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire concrètement? Ce qu'on voit et ce qu'on fait tous les jours, vous voyez par exemple qu'à chaque fois, on se déplace pour aller dans des entreprises. Je vous donne par exemple au niveau de la 12e législature, quand il y avait des problèmes avec Dangote, nous on s'est déplacés pour aller dans l'entreprise rencontrer les travailleurs, rencontrer. Non, mais vous prévoyez de faire. Ce qu'on prévoit aujourd'hui de faire, c'est ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire faire des commissions, à travers les commissions parlementaires, rencontrer les travailleurs, rencontrer le gouvernement, rencontrer les personnes qui sont autour quand même de ce secteur pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions avec le gouvernement. Parce que nous, notre rôle c'est de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi on a des prérogatives nouvelles, c'est-à-dire le contrôle des politiques publiques. Donc nous avons le devoir, à chaque fois que des Sénégalaises et des Sénégalais se trouvent dans des difficultés, d'aller vers eux pour, en rapport avec le gouvernement, essayer de régler des problèmes. CDE annonce 200 emplois qui comme je vous l'ai dit, l'initiative parlementaire sera de rencontrer ceux qui travaillent au niveau de la CDE, rencontrer encore le gouvernement pour maintenant proposer des solutions à ce gouvernement qui éventuellement trouvera des solutions par rapport à cela. Alors, je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du dimanche iRadio ITV. Il y a des sociétés privées, mais il y a aussi les sociétés et institutions publiques qui sont gérées selon des règles précises. Les organes de contrôle comme la Cour des comptes, l'IGE, l'OFNAC entrent en jeu. Il y a récemment les rapports de la Cour des comptes qui ont eu à épingler un certain nombre de situations de gestion qui ne seraient pas passées dans les règles de l'art. Le président annonce une commission et les sanctions. Vous savez, Maoulou, moi je suis de ceux qui pensent tous ceux qui ont eu des manquements par rapport à la gestion des choses publiques doivent être sanctionnés. Ça, c'est ma conviction. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir les privilèges qu'on a, être responsabilisé par les populations et se permettre d'avoir certains manquements graves à la tête de certaines institutions. Ça, c'est inacceptable. On ne voit pas encore de sanctions. Bien d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez dit que le président a annoncé une commission, mais je pense, et je connais le président Macky Sall, je connais, c'est quelqu'un qui est intéressé par la bonne gestion. Quand il parlait de gestion sobre et vertueuse, c'est une conviction chez lui. Et je le pense certainement que ceux qui sont épinglés par les rapports de l'IGE ou autres seront sanctionnés. Et ma conviction est qu'eux-mêmes, ils ne doivent pas attendre d'être sanctionnés. Ils doivent eux-mêmes prendre les conséquences de ces rapports qui sont sortis. Mais vous savez, quand on est à la tête d'une institution et qu'on fait des manquements graves, mais on ne doit pas attendre la sanction du président de la République. On doit prendre ses responsabilités pour dire voilà un peu ce que j'ai fait et je prends la responsabilité de rendre le tablier. Voilà un peu un responsable. Sauf que leur moyen de défense, c'est de s'expliquer dans les médias. Mais vous savez, je pense que ça aussi, c'est des faux fuyants. Je pense qu'un responsable doit tout le temps travailler à être quand même droit dans ses bottes et ne pas quand même se réfugier derrière les médias pour expliquer quoi que ce soit. Mais aussi, il faut rappeler
que souvent, il y a des rapports qu'on modifie par rapport à des... parce que souvent, on dit des choses qui ne sont même pas dans les rapports. Parce que nous avons vu toujours quand même des informations qui sont données, qui ne sont pas vérifiées. Parce qu'à tout moment, une personne peut être diffamée, on peut avoir une information qui est fausse. Mais quand on donne une information qui n'a absolument rien à voir avec la réalité, le responsable aussi a le devoir moral de s'expliquer devant les Sénégalais. Il y a la justice aussi qu'il faut saisir. Mais non, mais il y a la justice qu'il faut saisir, mais Mamadou, quand on est diffamé, on peut saisir la justice, comme on peut aussi s'expliquer devant la presse. Je parle des suites à donner par rapport à ces rapports. Permettez la répétition. Comme je vous l'ai dit, vous savez, il y a la justice, il y a ceux qui sont renvoyés devant la commission de discipline, devant la commission de la Cour des comptes. Il y a énormément de choses qui se feront. En tout cas, ce qui est clair, le président de la République ne protégera personne. Alors, on revient sur les questions diplomatiques. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain à Dakar, une base militaire américaine au Sénégal est envisagée. En ce moment, Mamadou, je ne suis pas informé d'une base militaire américaine qui serait à Dakar. Parce que quand même dans la vie aussi, il faut être honnête et dire les choses comme tu les penses, c'est vrai, mais aussi comme tu les sais. Parce que je ne suis pas encore au courant qu'une base militaire américaine est prévue à Dakar. Il y a quand même des accords de défense. Mais non, mais il y a des accords de défense. Est-ce qu'il est prévu? Non, ma question, je la termine. Est-ce qu'il est prévu l'implantation d'une base militaire américaine à Dakar? Par rapport aux accords de défense, il n'y a pas eu une base militaire américaine qui est prévue à Dakar. Parce que vous savez, et vous ne me direz pas le contraire, qu'on peut avoir des accords de défense avec un pays étranger sans pour autant envisager de mettre sur pied quand même une base militaire. Ça quand même c'est quelque chose que pratiquement tout le monde connaît. Justin Trudeau, Macky Sall échange cette semaine sur un sujet, l'homosexualité. Le président Macky Sall a réitéré sa position en disant pas de gay pride chez nous, mais il se trouve que le Premier ministre canadien n'a pas non plus mâché ses mots sur la question. Est-ce que vous pensez que le Sénégal est en mesure de résister à ces assauts répétés sur l'homosexualité? En tout cas, le président Macky Sall est en mesure de résister. Il le fait depuis très longtemps parce que lui, il est logique dans sa démarche. C'est un homme cohérent. C'est quelqu'un qui défend les valeurs de notre pays. Il l'a dit devant Obama lors de son premier mandat, il l'a redit aujourd'hui devant Trudeau lors de son deuxième mandat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que ceux qui utilisent cela pour essayer de discréditer le pouvoir ou le président Macky Sall arrêtent. Parce que d'abord, vous avez entendu avant l'arrivée de Trudeau, beaucoup de gens dire voilà, le président Macky Sall est en train de... Le président Macky Sall a été très clair. Il a même parlé en français et en wolof. Pour dire que parce qu'il avait dit devant Obama, tant que je serai à la tête de ce pays, l'homosexualité ne sera pas dépénalisée. Il a réitéré ces mêmes dires devant Trudeau. Donc je pense qu'il faudrait que nous, les Sénégalaises et les Sénégalais, que souvent, qu'on puisse apprendre à se mettre ensemble sur certaines questions. Parce que quand le président de la République, qui est la première institution de ce pays, a cette position devant l'opinion nationale, internationale. Et vous savez comment il y a une puissance de ces pays étrangers par rapport, comme vous l'avez dit, les LGBT et autres. Comme je l'ai dit, le petit pays-là qui est le Sénégal, de par sa taille bien sûr, à travers ses dirigeants tiennent ce discours-là. Je pense que non seulement nous devons nous en féliciter et se mettre autour du chef de l'État, quel que soit quand même le parti politique ou bien la confession religieuse où on se trouve, parce que le Sénégal est un pays quand même de religieux, même musulmans, chrétiens. Donc nous tous, nous devons ensemble se mettre autour du chef de l'État pour essayer de préserver ces valeurs-là. Mais si ces puissances acculent le Sénégal sur cette question, est-ce que ce n'est pas parce que quelque part à l'extérieur, il y a une image
du Sénégal également qui est projetée, image de pays homophobe. Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question? Non, vous savez, l'image qui est projetée, parce que c'est juste un pays... Trudeau viennent avec des confrères d'ailleurs canadiens qui ont tenu à ce qu'ils s'expriment clairement sur la question. Barack Obama, c'était la même chose. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a quelque part une image qui est projetée à l'extérieur? L'image qui est présentée, tu sais, vous savez, il y a certains pays où Trudeau ou autres n'osent pas aller pour parler de cela. Pourquoi? Parce que l'image que le Sénégal donne, c'est un pays de la Teranga, c'est un pays démocratique, c'est un pays respecté, où il y a des alternances démocratiques au sommet de l'État de manière pacifique. Donc, nous avons un pays qui a une très bonne image sur le plan international. Voilà un peu ce qui fait que les grands de ce monde viennent ici pour s'exprimer librement, tout en sachant... On connaît des cas aussi de citoyens sénégalais, sans les nommer, qui vont dire à l'étranger qu'ils sont quand même stigmatisés. Mais absolument, ils ont ce droit-là, mais je vous dis encore une fois... Et ça joue sur l'image. Non mais attends, je dis l'image, vous m'avez demandé l'image que le Sénégal donne. Parce que moi, je suis un parlementaire, je voyage. Aujourd'hui, je suis le président de la Commission des affaires étrangères, mais je vous dis l'image que le Sénégal donne, c'est un pays démocratique, un pays où il y a une respiration démocratique, un pays où on peut s'exprimer librement sans pour autant faire l'effet de foudre de telle ou telle autre personne. Donc voilà un peu l'image que notre pays donne et l'image qui a quand même un chef d'État qui est non seulement un homme responsable, mais qui tient à ses promesses par rapport à ses engagements internationaux. Alors, la diplomatie parlementaire, vous êtes président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, c'est vraiment une diplomatie aujourd'hui qui est concrète et qui est agissante. Comment cela se passe? Mais absolument, c'est une diplomatie concrète, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, notre pays a dirigé pendant 4 ans à travers mon collègue Moustapha Cissé le Parlement de la CEDEAO, qui a vraiment fait de très bons résultats et je le félicite au passage. Sur le plan aussi des organismes internationaux comme l'UA, il y a la francophonie, il y a l'APEV, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Parlement de l'Union africaine, mais aussi quand même une diplomatie parlementaire qui est entretenue avec nos voisins, mais aussi d'autres pays à travers quand même des missions qui sont souvent quand même faites ici, mais aussi on va à l'étranger souvent pour faire des missions. Donc il y a une vraie diplomatie parlementaire. Même hier, il y a 2 jours, j'ai eu à recevoir l'ambassadeur du Cuba qui est venu aujourd'hui, dans mon bureau échanger avec moi parce qu'il voudrait qu'on essaie de travailler à avoir des groupes d'amitié entre le Sénégal et le Cuba. Parce que nous avons quand même des groupes d'amitié entre le Sénégal et d'autres pays. Donc ça, c'est une vraie diplomatie parlementaire qui est en train de travailler au rapprochement des peuples parce que vous savez que le parlementaire représente les populations. Donc nous avons besoin d'échanger avec les parlementaires d'autres pays pour raffermir davantage les liens entre nos pays. Donc il y a une vraie diplomatie parlementaire et nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères par rapport à certaines questions qui concernent les Sénégalais de l'étranger. Et donc voilà un peu ce que veut dire. Donc il y a une vraie diplomatie au niveau du Parlement et nous sommes en train, tant bien que mal, de faire notre petit bonhomme de chemin. Bon bilan de Moustapha Cissé Lo à la tête du Parlement de la CEDEAO. Son mandat est terminé, c'est ce que vous dites, mais un Moustapha Cissé Lo qui s'en prend à un autre Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, qui lui-même, il y a quelque temps, le président de l'Assemblée a eu à dire « je ne démissionne pas » parce que quelque part, on a parlé d'une éventuelle démission de Moustapha Niasse. Il y a un projet de déstabilisation du président de l'Assemblée nationale. Ça, c'était une interprétation que les gens en ont fait dans la presse parce que on était en conférence des présidents et on avait parlé, parce que vous avez vu dans la presse, une éventuelle démission du président de l'Assemblée nationale. Et en conférence des présidents, on a évoqué cette question en disant que, bon, vous avez vu ce que, comme un commentaire, mais sûrement quelqu'un est sorti peut-être pour faire un autre commentaire. Mais il n'a jamais dit que je ne démissionne pas parce qu'il n'est pas question qu'il démissionne. Je ne vois pas pourquoi le président de l'Assemblée nationale, qui est en train de faire un très bon travail à la tête de l'institution depuis 2012, devrait démissionner. Pourquoi? Il n'y a pas une crise dans ce pays, il n'y a pas une crise au niveau de l'Assemblée nationale, donc je ne vois pas pourquoi il devrait démissionner. On sait qu'on est en politique aussi, il n'y a pas de projet de déstabilisation. Mais il n'y a pas de projet de déstabilisation parce que nous sommes cohérents avec nos alliés et le président Macky Sall est un homme cohérent dans sa logique avec ses alliés. Les Sénégalais étudiants, Sénégalais en Chine et l'épidémie du coronavirus, la question du rapatriement est posée avec cette position de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui
pense qu'il faut rapatrier les 13 étudiants sénégalais à Wuhan en prenant la précaution de ne pas exposer les Sénégalais qui sont restés au pays à cette épidémie. Un vrai plan Abdoulaye Wade qui vous intéresse? Vous savez, Mamadou, la question du coronavirus est une question très sérieuse, mais aussi une question qui peut même demain déstabiliser l'équilibre social du monde. Ce n'est pas une question simple, ce n'est pas une question politique, c'est une question quand même de santé de nos concitoyens qui sont des étudiants à l'étranger. Vous savez, le gouvernement du Sénégal, à travers le président de la République, n'a pas attendu l'appel de Wade ou un autre pour prendre en charge cette question très sérieuse. Vous avez entendu le président de la République, dès l'apparition du virus, d'abord d'écrire au président chinois pour compatir à quand même cette douleur, mais aussi s'exprimer sur les dispositions que le gouvernement sénégalais a prises pour nos 13 étudiants qui sont sur place. Mais sur le rapatriement, le président a dit que ce n'est pas possible. Le président a été très clair parce que quand même, il ne s'agit pas seulement de rapatrier pour sauver nos étudiants qui sont là-bas. Le président a pris la mesure avec les autorités chinoises, les autorités diplomatiques sénégalaises établies sur place pour non seulement s'enquérir de l'état de santé de nos étudiants, voir dans quelles conditions ils sont, leur apporter appui et assistance et maintenant voir est-ce que le rapatriement est possible, oui ou non. Aujourd'hui, on a dit que ce n'était pas possible et nous, en tout cas au niveau du Parlement, nous pensons, après avoir eu à s'informer au niveau du ministère des Affaires étrangères, parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, nous soutenons sans réserve aujourd'hui la décision du gouvernement par rapport à cette question parce que nous pensons que c'est la bonne décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, le président Wade donner son point de vue en disant qu'il faut rapatrier et tout. Et dans toujours ce qu'il a dit, quand on rapatrie nos étudiants, il faut les amener dans un autre pays chaud. Mais nous sommes un pays chaud qui va accepter qu'on prenne des étudiants de Wuhan, tu ne les amènes pas chez toi et quand même les mettre dans un autre pays. Je pense quand même, Mamadou, il faudrait qu'on soit beaucoup plus responsable que cela. C'est-à-dire quoi? Un ancien président, non, je ne parle pas de Wade. Encore une fois, Mamadou, je ne me permettrai pas de parler de responsable par rapport à Wade parce que d'abord, non seulement dans notre pays, on ne permet pas de dire certaines choses à un homme âgé, mais mieux à un ancien président de la République. Et je pense que je suis bien éduqué pour ne pas entrer dans ça. Donc, juste pour dire que quand je parle qu'on soit beaucoup plus responsable, je parle de manière générale. Parce que c'est une question très sérieuse. C'est une question de santé des Sénégalais qui sont à l'étranger. Et le président de la République, Macky Sall, n'a pas attendu l'appel des politiques ou bien des autres pays pour prendre en charge cette question-là. Les familles des étudiants qui sont là-bas ont été reçues par le ministre des Affaires étrangères et il a échangé avec eux. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a pris une bonne décision et nous, en tant que parlementaires, nous les soutenons sans réserve parce que nous pensons que pour le moment, c'est la bonne décision. Et je vous rappelle que le président Macky Sall, à travers son gouvernement, le ministère de la Santé, est en train de prendre en charge cette question parce qu'à Thiès, vous avez entendu qu'il y a 3 Sénégalais qui étaient venus de Chine, vous n'en avez même pas entendu parler, mais pendant 14 jours, ils ont été suivis et quand on a vu qu'ils ne présentaient aucun signe du coronavirus, on les a libérés. On va aller très vite, il nous reste 3 minutes je crois. Abdou Mbow, vous suivez l'émission Le Jury du dimanche, e-radio, e-TV. Le coût de la vie, les denrées de première nécessité, l'électricité avec la hausse récente du prix, l'immobilier malgré le vote de la loi sur le loyer, tout cela reste cher. Et justement, votre régime est de plus en plus critiqué sur le coût de la vie qui est élevé. Mais Mamadou, vous serez d'accord avec moi que depuis 2012, les denrées de première nécessité quand même sont restées à leur place. Il y a même eu des diminutions. Tout à l'heure, quand on parlait de la situation économique, je parlais de l'inflation qui est pratiquement maîtrisée. Ça, il faut le dire. Maintenant, on parle aujourd'hui de l'électricité.
Oui, c'est un tout, hein, le coût de la oui, non, l'électricité. On parle aussi de l'électricité, l'immobilier. Vous savez, la volonté du président de la République, c'était quand même, et jusqu'à présent, de tout faire pour que l'immobilier puisse être maîtrisé, le coût de l'immobilier puisse être maîtrisé. Il y a eu une loi qui a été votée, son application laisse à désirer, ça il faut le dire, et nous en tant que parlementaires, on a même décidé d'aller revoir cette loi pour voir exactement comment on va réviser. Ah non, 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 il faut qu'on revoie ça parce que quand même, nous savons nous-mêmes que l'application laisse à désirer, il y a eu des problèmes. Mais la volonté du chef de l'État reste intacte sur cette question. Par rapport à l'électricité, vous savez, il y a eu quand même énormément de problèmes par rapport à cette question parce qu'en 2017, vous avez vu qu'il y avait eu une baisse de 10%, ensuite il y a eu une hausse de 6 à 10%, mais n'oubliez pas que 444 milliards avaient été mobilisés pour la compensation tarifaire au niveau de l'électricité pour ne pas quand même aller à une hausse de 26%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président de la République, malgré ce que les gens disent, est en train de tout faire pour gérer aujourd'hui le coût de la vie pour que les Sénégalaises et les Sénégalais ne puissent pas sentir les hausses au niveau international avec la hausse du baril et autres. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps pour développer sur des questions, pour vous donner les chiffres exacts par rapport à cette inflation dont on parle sur le plan international, mais il faut savoir que le président de la République est toujours en train de tout faire pour gérer le secteur social au niveau de ce pays. Il nous reste 1 minute. Je reviens sur les questions politiques. 20 secondes pour chaque question. Elles sont au nombre de 3. C'est sur le dialogue national d'abord. Une amnistie pour Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Pourquoi le refus du camp présidentiel? Ce n'est pas une question de refus parce que nous, je pense qu'on a dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. On ne parle même pas d'amnistie ni pour Khalifa ni pour Karim Wade. Donc je ne pense pas qu'on doit pouvoir en discuter parce qu'il n'y aura pas d'initiative de vote d'une loi d'amnistie concernant Khalifa Sall et Karim Wade. Encore une fois, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça, je suis formel. On n'est pas dans ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir le mandat du président de la République et de répondre aux aspirations des populations sénégalaises. Comment expliquez-vous que le débat sur le 3e mandat se soit estompé depuis quelque temps? Non, mais parce que le président de la République a réglé cette question-là, parce qu'il a, le 31 décembre, il a eu à répondre à votre confrère qui a posé la question et il l'a dit lui-même, il a été élu il n'y a même pas 1 an. Je pense que ce qui l'intéresse, ce qui intéresse le pouvoir aujourd'hui, c'est de répondre aux aspirations des Sénégalais et des Sénégalais. Non. Mais en expliquant qu'il a répondu il y a 1 an et rien n'a changé entre-temps. Il n'a pas dit oui, je ne peux pas me présenter ou non, je peux me présenter. Vous l'avez dit, le débat s'est estompé. Parlons d'autre chose. Si pourtant, il y a une constitution qui est là. Est-ce que non, mais la constitution... pas une réponse plus le président de la République a répondu, c'est très clair. Il a dit qu'il a répondu il y a 1 an, rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé, Mamoudou? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Mais je vous demande, qu'est-ce qui a changé aussi? Qu'est-ce qui a changé, c'est que le débat est là. Mais le débat est là. Et dans notre sous-région, on parle beaucoup de 3e mandat. Ceux qui agitent ce débat, c'est parce que la présidence de la République les intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de répondre aux aspirations des populations sénégalaises. Avec le recul, la suppression du poste de Premier ministre, était-ce une bonne chose? Est-ce qu'il faut revenir sur cette mesure aujourd'hui? Mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que moi, quand je vois... Il faut maintenir la suppression du poste de Premier ministre. Quand je ministre. vois comment fonctionnent les choses, je pense que c'est ça a été une bonne décision et ça rapproche encore une fois de plus le président de la République à la décision qu'on prend pour régler le problème des Sénégalais. Il ne faut pas revenir sur cette décision. Je ne le pense pas. Merci Abdoumbo. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'Union africaine de l'Assemblée nationale, porte-parole adjoint de l'APR, parti au pouvoir. Mamoudi Ibra Kane pour vous présenter le jury du dimanche iRadio ITV. Merci à toute l'équipe technique, réalisation du côté de la télévision Abdoulaye Ndiaye, prise de son Ibamar, Babacar et toute l'équipe des cadreurs. Immédiat SN se fera le plaisir, comme d'habitude, de vous faire le compte-rendu de cette émission avec Babacar Fall pour la plume et à la photo, Pape Doudou Diallo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain en notant aussi les réseaux sociaux, Sandra, Alexandra Ndiaye et Biram Pouy. Merci. À dimanche prochain.